Ici parmi vous, en ce cadre prestigieux, et cette réception organisée par le Cercle des Gentilshommes, je remercie infiniment le comte Michel Godard de Soulages, le baron Franz Olivier Nabolz et l'élégante Bénédicte de Fautrier. Un de mes adages préférés, l'être humain est un palais et un musée. En effet, chaque être humain a en lui un patrimoine immatériel exceptionnel. Les civilisations sont en effet réalisées peu ou prou par nos ancêtres et les vivants. Le devoir de mémoire est un bienfait, puisqu'il permet à chacun de rassembler, de rendre hommage, de comprendre, de se comprendre davantage et d'apporter le meilleur à la société. Comme vous le savez, j'ai consacré ma vie entière à ma passion, l'étude des familles. J'en ai fait 20 volumes, 10 000 pages, d'innombrables échanges, et ce 21e livre est l'aboutissement. Je vais vous en parler. Ces études m'ont permis de déduire que le critère permettant de définir les vraies élites est le service du bien commun. Servir le bien commun permet d'apprécier une personne et ou une lignée. L'identité harmonieuse, dont vous avez vu la reliure tout à l'heure, est un ouvrage qui explore les difficultés d'identité pour les élites qui, depuis peut-être 200 ans, sont un peu négligées, notamment en France, malgré leur contribution au bien commun. L'Association des lignages de France, ALF, comble ce vide, semble-t-il. L'identité est avant tout agnatique, c'est-à-dire l'identité du père, c'est-à-dire en fait, la plupart du temps, tous les porteurs du nom, jusqu'au premier ancêtre connu, et tous les porteurs du nom apparenté. C'est ce qu'on appelle le nom, qui est, dans la plupart des civilisations, celui du père. Il est donc essentiel de centrer cette identité ainsi, et bien sûr de s'émerveiller de tous les autres apports cognatiques, les lignées féminines évidemment, considérablement riches. Or, il y a un colossal travail à faire en ce domaine et qui nous concerne tous. Le rôle de l'Association des lignages de France est de sensibiliser ceux qui n'ont pas encore eu de travaux sérieux sur leur lignée et de les guider pour écrire une synthèse, un peu comme un article Wikipédia, de tous les porteurs de leur nom apparentés avec ce qu'ils ont apporté au bien commun. Le tout précédé par une présentation générale de la lignée et par un blason, soit existant, soit créé, qui a pour but d'exprimer et de faire rayonner ce service du bien commun, cette utilité sociale généreuse. Comme je dis, donc, quand la lignée n'a pas de blason, on crée le blason dans les règles héraldiques, on vérifie bien sûr qu'il n'appartient pas déjà à une famille, et on peut le déposer par exemple au Grand Armorial International, en mentionnant par exemple blason déposé au Grand Armorial International en 2024 sous réserve d'acceptation, ou plus juridiquement déposer la marque, le nom de famille, avec le logo, le blason, qui est en fait un logo, à l'ILPI, à renouveler tous les 10 ans. Voilà des moyens, il y en a probablement d'autres. Il y a dans nos sociétés actuelles, et cela depuis bien longtemps, un problème quant à l'identité, chez les élites, entre guillemets, en particulier. Beaucoup cherchent à valoriser ou à inventer une identité plus ou moins lointaine ou mystérieuse, plus ou moins prestigieuse, plus ou moins glorieuse, souvent associée à une évocation de noblesse.
Or, l'identité reste et restera celle agnatique du nom qu'ils portent ou qu'ils devraient porter, visiblement ou malgré eux. Il est donc important de porter son attention sur tout cet apport agnatique, de le consigner sur le fameux thésaurus agnatique dont nous avons parlé, tel un article Wikipédia d'une, 2 ou 3 pages de tous les porteurs du nom ayant apporté au bien commun. L'ALF doit collecter ainsi toutes ces innombrables lignées qui ont mérité infiniment le respect et dont les principaux héritiers sont quelquefois ignorants. Ils ignorent qu'ils ont ce patrimoine immatériel remarquable des héros, des découvreurs, des voyageurs, des inventeurs, des collectionneurs, des mécènes, etc., etc., et qu'ils peuvent les réunir en un document. Pour ceux qui veulent prétendre, il y a un seul passage possible de reconnaissance, c'est le bien commun. Soit la personne rédige le service qu'elle a rendu dans sa vie au bien commun, avec ou sans modestie, mais en tout cas de façon évidente, ce service au bien commun permet de répondre, et ou dresser ce fameux thésaurus de tous les porteurs du nom reliés par un lien de parenté qui ont servi le bien commun. Après cela, on peut juger si les personnes qui prétendent le font à juste titre ou de façon désordonnée. Tel est le fondement mis en place par l'ALF qui peut réordonner et apaiser beaucoup de relations en société. L'ALF, qui est récente, même si c'est tout un parcours, qui est encore peut-être pas embryonnaire, mais est néanmoins dans sa structure une chancellerie, c'est-à-dire un corps établi pour ordonner et garantir un domaine essentiel d'une nation. L'ALF, redonnant à chacun la pleine définition et la valorisation de son identité, essentiellement par sa lignée agnatique, sous l'oriflamme de son blason, fait œuvre structurelle et relève donc des fonctions traditionnelles de chancellerie. Le deuxième combat de l'ALF est d'apporter un nom unique à chaque lignée. Il y a des lignages qui n'ont pas besoin d'un nom unique parce que le nom est rare. Mais il y a des noms très répandus, comme Dupont, comme Durand, comme Martin, ou dans les pays hispaniques, Rodriguez, González, ou dans les pays asiatiques, Yang ou Wang. Bien sûr, pour les intéressés, ils sont un motif très légitime de fierté, puisqu'ils savent très bien à quoi correspond ce nom par rapport aux personnages merveilleux de leur ascendance et parentèle. Mais il n'est pas très juste pour des lignées ayant eu un comportement distingué sur des générations de voir leur nom aussi simplement demeurer comme avant, en définitive. Je m'explique. Il est remarquable de s'appeler Durand-Ruel. On évoque ainsi les tableaux, les collections, les personnalités, les génies, les talents. Alors que s'appeler simplement Durand n'a pas du tout le même impact en société, et au sein des lignées, et au sein de la psychologie des lignées, même si c'est la même famille. Nous pouvons appliquer ce raisonnement à toutes sortes d'exemples. Le but de l'ALF, en dehors des thésaurus agnétiques, qui est le premier but, est donc de faciliter dans l'usage courant l'adjonction d'un trait d'union ou d'un second nom ou mot après l'identité. L'identité reste et restera sacrée, Durand par exemple, pour distinguer chaque lignée des autres. Donc chaque lignée peut se rapprocher de l'ALF et voir comment, par un trait d'union, puisque la particule n'est plus d'actualité, elle peut distinguer son nom et avoir un nom unique pour sa lignée. Bien évidemment, tout se fera dans les règles des États et administrations dont on dépend. Il n'est pas question d'être illégal ou d'usurper. De plus, au sein des lignées, chaque membre de la lignée pourra garder
utiliser le Durand original ou s'appeler Durand-Ruel. Il choisira, selon, en toute liberté. Et on peut aussi, donc, comme je disais, imaginer une harmonisation avec les autorités au bout d'un certain temps d'usage, par exemple l'usage via les réseaux sociaux, souvent mal employé, mais qui là permettrait de mettre en évidence le nom, par exemple, Durand-Ruel, pour reprendre toujours le même exemple. La validation pour la lignée de ce nom de famille unique sera donc, de ce fait, l'expression du rayonnement, de la générosité et des bienfaits du service rendu. Les conséquences de telles mesures seront inouïes, et c'est pour ça que l'association, bien que française, est ipso facto internationale et valable pour chaque pays et chaque peuple. On peut s'attendre, bien sûr, à des oppositions, à ce que les religions, les politiques des différents pays ne permettent pas les mêmes choses de la même façon. Mais tout cela se fera pragmatiquement, au fur et à mesure, avec du bon sens et avec la force des bienfaits générés et reconnus. L'ALF est française, elle est catholique, traditionnelle et légitimiste dans son ADN, mais la réalisation des deux buts, thésaurus, agnatique et non unique, permet d'accueillir tous ceux de tous les pays qui ont cet idéal et cette action. Donc cela peut s'appliquer à des familles non religieuses, non chrétiennes, d'autres appartenances, du moment que le travail est fait, les thésaurus, et ce travail sur une identification unique de chaque lignée. La Croix-Rouge, par exemple, n'impose pas d'appartenance, ni à l'encadrement, ni aux malades, et pourtant on connaît l'ADN. Chacun est donc bienvenu, avec une certaine vision traditionnelle de la famille et la définition de l'identité. L'ALF fait donc un travail d'infini respect pour tout ce qui nous est donné par nos ascendants. Il n'y aura plus de gêne à un Durand d'épouser un nom plus connu, puisqu'il sera Durand-Ruel, de grande renommée, de parfait rayonnement, et parfaitement défini et identifié par tout un chacun. Je prends toujours le même exemple parce que nous pouvons parfaitement imaginer les situations. Voilà, donc l'ALF collectera et collecte actuellement les thésaurus. J'en ai pratiquement 1 ou 2 par jour, des nouveaux thésaurus, donc des personnes que l'on sensibilise à réunir leur mémoire et de consigner ça en un article très simple, d'une, 2 ou 3 pages. Il y a une demande vraiment énorme partout. Et c'est pour ça que chaque jour, les choses se mettent naturellement en place et nous pouvons imaginer 1001 réalisations. Il existe aussi un cercle de sociabilité au sein de l'ALF, c'est le cercle des lignages, issu de mes activités événementielles de mon agence Pour vous les princes, pour vous les princesses, mais aussi de mon cercle Le Paris du Nord, destiné à glorifier la sublime civilisation des Flandres méridionales et ses familles. La plupart des dîners sont effectivement consacrés à une famille marquante de cette riche civilisation. Je vous annonce d'ailleurs que le lundi 4 mars au Cercle Interallié, nous aurons un grand dîner de gala en tenue de soirée sur l'île capitale des Pays-Bas, depuis les ducs de Bourgogne, en passant par les Habsbourg, en passant par Louis XIV, etc. etc. Donc ce sera un florilège de noms et d'évocations très fortes, avec beaucoup de personnes qui vont être présentes ce soir-là, etc. etc. J'aimerais réciter un petit peu un poème, là où nous allons en définitive, avec cet ALF. Dans les années qui suivirent, l'ALF avait fait son œuvre. Les lignages étaient fiers, portant haut leur blason et leurs couleurs. Leurs racines plongeaient dans le passé, mais ils étaient tournés vers l'avenir. Forts de leur identité,
ils avaient retrouvé le goût de s'unir. Le patrimoine des lignages avait retrouvé sa place dans l'histoire. Chacun avait sa propre histoire, ses secrets, ses gloires. Leurs symboles étaient devenus des marques connues et reconnues, symboles d'une fierté renouvelée, d'une identité restaurée, résolue. Les jeunes générations avaient redécouvert leurs ancêtres et leurs héros. Leurs exploits étaient des exemples, leurs faiblesses des épreuves à surpasser. Les aïeux avaient laissé un legs qu'il fallait préserver et transmettre. Un héritage à honorer, à défendre, à chérir, sans jamais l'abandonner. Les lignages avaient retrouvé leur place dans la société. Des élites qui ne regardaient plus en arrière, mais qui avançaient sans faiblesse, forts de leur histoire, de leur culture, de leur savoir-faire, de leur foi. Ils savaient qu'ils avaient une mission, une destinée, un rôle à jouer, une voix. L'ALF avait su restaurer la grandeur des lignages, leur noblesse d'esprit, en faisant revivre leur patrimoine, leur culture, leur héritage indéniable, en leur donnant leur place dans la nation, leur identité, leur fierté, leur esprit. Elle avait offert une nouvelle jeunesse, un renouveau, une perspective inoubliable. Voilà, j'ai préféré vous dire des données extrêmement concrètes, simples, précises, pour vous évoquer l'ALF, les thésaurus agnétiques, l'identité harmonieuse. Croyez bien que je suis à votre écoute et prêt à répondre à vos questions. Sachez aussi que nous recherchons de bonne volonté pour aider à la construction de cette vaste cathédrale. Voilà. Bravo.